Les clés étaient fraîches dans ma paume, leur poids à la fois étranger et rassurant. Je me tenais juste à l'entrée de mon nouveau bungalow de style craftsman, l'odeur légère de peinture fraîche se mêlant à l'air vif et pur venant de la rue. La lumière de l'après-midi se répandait à travers les grandes fenêtres de devant, caressant les planchers en bois d'un éclat doré. Je laissai la porte se refermer derrière moi et marchai lentement dans le salon, le bout des doigts effleurant le bois poli de la rampe de l'escalier. Chaque pas que je faisais semblait la preuve que c'était à moi. Mon nom sur l'acte, mon argent à la banque, mon choix d'être ici. 9 ans auparavant, j'aurais appelé ma mère pour partager une nouvelle comme celle-ci. Elle m'aurait dit de prendre des photos, de décrire chaque détail, et j'aurais entendu la fierté dans sa voix. Mais 9 ans plus tôt, c'était avant que les invitations cessent d'arriver, avant les excuses vagues et les appels restés sans réponse, avant que les fêtes ne se transforment en rassemblements soigneusement orchestrés où je n'existais plus. Cette histoire persistait ici, invisible mais présente, comme un léger courant d'air dans une pièce autrement chaleureuse. Acheter cette maison n'était pas seulement une question de mètres carrés ou de charme extérieur. C'était une ligne dans le sable. J'avais construit cela sans eux, dans l'espace qu'ils avaient laissé vide lorsqu'ils avaient décidé que mon absence n'avait pas d'importance. Je traversai la cuisine, posant les clés sur le comptoir en granit. Le silence m'enveloppait d'une manière qui ne semblait pas solitaire. Cela semblait délibéré, choisi. J'imaginais les semaines à venir, arranger les meubles, remplir les placards, planter des herbes dans le petit coin de jardin. C'était un début que j'avais façonné pour moi-même, sans permission ni approbation. Ce que je n'avais pas imaginé, ce à quoi je ne pouvais pas vraiment me préparer, c'était la rapidité avec laquelle il trouverait un moyen d'envahir cet espace. Il fut un temps où j'étais celle qui faisait vivre nos réunions familiales. Les menus de Thanksgiving, les décorations de Noël, même les jeux ridicules du 4 juillet. Tisser les préférences de chacun en quelque chose qui paraissait sans effort était ma spécialité. J'appelais des semaines à l'avance pour coordonner, faisais des listes et veillais à ce que chaque plat préféré soit sur la table. À l'époque, on avait l'impression d'être une unité. Le changement fut lent, si subtil que je ne l'ai pas remarqué au début. Un Thanksgiving, le Nora me dit qu'il faisait simple cette année-là, juste quelques personnes. Le Noël suivant, mes appels pour connaître l'heure du dîner restèrent sans réponse jusqu'au lendemain. Bientôt, chaque fête s'accompagnait de réponses vagues, nous ne sommes pas encore sur des plans, ou, cette fois, ça sera peut-être juste en petit comité. Finalement, il n'y eut plus aucun appel. Le Nora, ma mère, avait toujours accordé le plus d'importance aux apparences. Sa version de la famille était polie et flatteuse, quelque chose que l'on pouvait exhiber sans défaut. Je soupçonne que j'avais cessé de correspondre à cette image. Mon père, Gérald, évitait les conflits à tel point qu'il agissait comme si mon absence n'était qu'un imprévu de calendrier, même après des années. Darren, mon frère aîné, avait un côté compétitif qui transformait même les petits succès en concours qu'il devait gagner. Et Sienna, ma sœur cadette, se comportait comme si elle avait naturellement droit à plus d'espace, plus d'attention, plus de tout. Je continuais d'essayer, envoyant des textos, laissant des messages vocaux, demandant carrément si je pouvais passer. Au début, il réagissait avec une surprise polie quand j'apparaissais malgré tout, le genre d'accueil fragile que l'on réserve à un étranger qui reste trop longtemps. Avec le temps, même cela disparut. À la 5e année, je réalisais que j'étais la seule à garder un doigt sur le fil qui nous reliait. À la 9e, je ne savais même plus si ce fil existait encore. Puis vint le jour qui prouva que ce n'était pas le cas depuis longtemps. C'était le 2e dimanche de mai, et je m'étais persuadée que cette année serait différente. J'avais appelé 3 jours avant, disant à Lenora que je voulais lui apporter des fleurs et passer un peu de temps ensemble. Sa voix avait été polie mais plate. Oh, eh bien, d'accord. Oui. Passe. J'ignorais cette hésitation. Je voulais croire que ce geste aurait de l'importance. Je choisis des lys, ses préférés, ceux qui s'ouvrent lentement sur plusieurs jours. Ils coûtaient plus que ce que j'aurais dû dépenser, mais je me disais que cela en valait la peine. Je portais la robe vert pâle qu'elle m'avait un jour dit qui faisait briller mes yeux, comme si cela pouvait orienter la journée vers quelque chose de positif. Le trajet de 45 minutes jusqu'à leur maison fut rempli de petits essais d'espoir, répétant ce que je dirais quand elle ouvrirait la porte. Mais quand j'arrivai dans l'allée, les rideaux étaient tirés et le porche vide. Je sonnai, attendis, sonnai à nouveau. Les lys tremblaient dans ma main tandis que la brise printanière apportait l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. J'appelai son téléphone. Messagerie vocale. Celui de Gérald. Messagerie vocale. Darren, Sienna, rien. Je restai là 15 minutes avant que la vérité ne commence à s'installer dans ma poitrine comme du ciment humide.
Le retour me sembla plus long. Je posai les lys dans un vase sur ma table de cuisine, leur beauté presque moqueuse dans le silence. Je me disais qu'il devait s'être passé quelque chose d'urgent, une urgence, un changement de programme soudain. Cette nuit-là, je parcourus mon téléphone, cherchant la preuve de tout sauf du rejet. Il ne fallut pas longtemps pour la trouver. Et là ils étaient, Leonora, Gérald, Darren et Sienna, vêtus de pastels printaniers dans un restaurant chic du centre-ville. La légende disait, brunch de la fête des mères avec la meilleure famille du monde. Une boutonnière de rose au poignet de Leonora. Pas de lys. Je fixai l'écran jusqu'à ce que mes yeux se brouillent. Sous l'avalanche d'émojis cœurs et de compliments, je vis le commentaire de tante Solène, pas tout le monde à table, je vois. Assez vague pour passer pour anodin, mais assez précis pour que je sache qu'elle avait compris. Je ne répondis pas. Je verrouillai simplement mon téléphone, éteignis la lumière et restai assise dans l'obscurité, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur, me demandant à quel moment exact ma place à table avait été définitivement supprimée. Ce n'était pas la dernière fois qu'il m'excluait, mais c'était le jour où j'ai cessé de faire semblant de ne pas le remarquer. Quand décembre revint, je m'étais entraînée à ne rien attendre. Aucun appel, aucun message, aucune invitation vague qui ne se concrétiserait jamais. Mais les habitudes ont la vie dure. Et ce soir-là, après une longue journée de travail, je me mis à faire défiler les réseaux sociaux avant de me coucher. La publication de Sienna m'arrêta net. Un tableau de Noël parfait, Leonora et Gérald près de la cheminée, les enfants de Darren en pyjama à carreaux assortis, Sienna au premier plan, tenant délicatement un bracelet en or vers l'objectif. La légende disait, meilleur Noël de tous les temps avec la famille. Tellement reconnaissante pour ces gens. Je fixai ces mots jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse dans ma main. 9 ans. 9 ans sans une seule invitation pour les fêtes. Et pourtant, je gardais cet infime espoir que, peut-être, cette fois serait différente. Je n'étais pas en colère. La colère s'était consumée il y a des années. Ce qui avait pris sa place était quelque chose de plus calme, plus lourd, la clarté. Je fermai l'application et ouvris mes contacts. Mon pouce hésita un instant avant d'appuyer sur le nom d'Alison Greer. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, mais je pouvais entendre son sourire avant même qu'elle ne dise bonjour. Alison, tu te souviens comme tu me disais toujours d'appeler quand je serais prête à acheter une maison? Un instant de surprise, puis de chaleur. Tu es prête? Je suis plus que prête. Nous parlâmes chiffres, quartiers, délais. Toutes ces années de voyages manqués, de cadeaux non partagés, des expenses collectives jamais demandées s'étaient accumulées sans que je m'en rende compte. Elles avaient financé ma liberté. Quand nous raccrochâmes, je me laissai tomber sur mon canapé, le silence autour de moi soudain différent. Pas le vide d'être exclu, mais la quiétude de me tenir au début de quelque chose que je contrôlais entièrement. Le lendemain matin, je me réveillai avec une liste en tête et une stabilité dans ma poitrine que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'en avais fini d'attendre une invitation. Il était temps d'ouvrir ma propre porte. Chercher une maison s'avéra moins intimidant que je ne l'avais imaginé. Alison bougeait vite, planifiant des visites dans des quartiers correspondant à mon budget et à mon besoin de calme. Sans vacances, sans cadeaux collectifs, sans contributions familiales incessantes au fil des ans, mes économies étaient meilleures que je ne l'avais réalisé. L'ironie ne m'échappait pas, chaque fête à laquelle j'avais été exclue avait discrètement constitué mon fonds d'évasion. Nous visitâmes quelques candidats, des lieux charmants mais sans âme, ou de bonnes fondations cachées sous des décennies de négligence. Puis, un samedi gris, Alison déverrouilla la porte d'un petit bungalow de style craftsman, dans une rue bordée d'arbres. Dès que je franchis le seuil, je le ressentis. La lumière du soleil traversait les larges fenêtres, réchauffant les sols couleur miel. Le salon s'ouvrait sur une cuisine au plan de travail brillant, avec assez d'espace pour cuisiner sans se sentir à l'étroit. 2 chambres à l'étage, une pour dormir, une pour un bureau. À l'arrière, un petit patio encadré de roses grimpantes et juste assez de jardin pour planter des herbes au printemps. C'est celle-ci, dis-je avant même d'avoir terminé la visite. Je fis une offre cet après-midi-là. Elle fut acceptée le lendemain. Quelques semaines plus tard, les papiers étaient signés, les clés étaient à moi, et je me tenais dans cette même cuisine lumineuse, les cartons rempilés contre les murs. Cette première nuit, je n'ouvris pas beaucoup de cartons. Je plaçai un seul fauteuil près de la fenêtre avant, ouvris une bouteille de vin et me servis un verre. Le silence ici semblait différent, plus pur, plus léger. À moi. Je levai mon verre vers la pièce vide et dis à voix haute, juste pour en entendre la vérité, à ne plus jamais avoir besoin de leur approbation. Les mots se posèrent sur moi comme un seau,
fermant les années d'espoir pour les remplacer par quelque chose de bien plus précieux. C'est alors que je décidai que la première chose que je ferais ici serait d'organiser une fête. Une fois les cartons déballés et les meubles installés, je commençai à faire une liste, non pas de corvées ou de réparations, mais de noms. Des personnes qui avaient été là pour moi de grande ou petite manière. Des amis de l'université qui appelaient encore juste pour prendre des nouvelles. Des collègues qui célébraient mes succès. Des voisins avec qui j'avais déjà échangé des salutations chaleureuses sur le trottoir. Tante Solène en tête, suivie des cousins qui ne m'avaient jamais fait sentir comme une pensée secondaire. C'était agréable de créer une liste d'invités sans obligation. Aucune règle implicite sur qui devait être inclus, juste les gens que je voulais vraiment voir. L'après-midi de la fête, la maison se remplit de voix et de musique. La porte d'entrée s'ouvrait et se fermait dans un rythme régulier alors que les amis arrivaient avec des bouteilles de vin, des plats à partager et des câlins qui semblaient faits maison. Dans la cuisine, quelqu'un riait si fort qu'il devait s'appuyer sur le comptoir pour se soutenir. Les lumières du patio brillaient dans le crépuscule, encadrant des groupes de personnes plongées dans la conversation. C'était tout ce que mes réunions familiales n'avaient jamais été, faciles, sincères, sans le sous-texte constant de comparaison ou de performance. Tante Solène me trouva en train de remplir un bol de chips et sourit. « Chérie, c'est une belle fête, dit-elle, les yeux balayant la pièce bondée. Puis, plus doucement, où est ta mère et les autres ? Je soutins son regard sans hésitation. Je ne les ai pas invités. Ses sourcils se levèrent légèrement. Oh, il s'est passé quelque chose ? Oui, répondis-je simplement. Depuis 9 ans, ils ne m'ont invité à aucune fête familiale ou anniversaire, alors j'ai décidé de ne pas les inviter non plus. L'expression de Solène changea, surprise d'abord, puis quelque chose de plus proche de la résolution. Je n'en avais aucune idée. Je savais qu'elle le dirait aux autres. Solène était le lien discret, celle qui relayait les nouvelles dans la famille. Cette fois, je n'avais pas peur de l'histoire qu'elle raconterait. Qu'ils l'entendent. Qu'ils prennent le temps de digérer. La fête dura tard dans la soirée, les rires résonnant dans chaque recoin de ma maison. Quand le dernier invité partit, je me tenais seule dans le silence, me sentant plus légère que depuis des années. 3 jours plus tard, la tempête frappa à ma porte. Le coup fut sec et insistant, plus proche d'une exigence que d'une demande. Quand je regardai par le hublot, ils étaient tous les 4 là, Leonora, Gérald, Darren et Sienna, regroupés comme une unité en progression. J'ouvris la porte juste assez pour parler. « Que voulez-vous » Leonora me bouscula sans répondre, Gérald juste derrière. Darren et Sienna suivaient, les yeux déjà en train d'inspecter les lieux. C'était comme si ma maison était une scène de crime qu'ils devaient enquêter. « Jolie cuisine, dit Darren, passant la main sur le plan de travail d'une manière qui ressemblait moins à un compliment qu'à un audit. Sienna errait dans le salon, prenant un petit vase en céramique, le retournant, le reposant avec un léger sourire en coin. « Ça a l'air confortable, dit-elle. » Le silence s'installa. Leonora se plaça au centre de la pièce, les mains jointes comme si elle présidait une audience. « Comment as-tu pu nous faire ça, Marie ? As-tu une idée de ce que tu as fait ? Solène n'arrête pas d'appeler, et maintenant tout le monde demande pourquoi on te traite différemment. Ils agissent comme si nous t'avions exclu. » Je m'adossai à l'encadrement de la porte du hall, gardant la voix calme. « Pourquoi ne m'avez-vous pas invité à une réunion de famille depuis 9 ans ? » Silence. Gérald bougea mal à l'aise, les yeux rivés au sol. Leonora ouvrit la bouche, puis la referma. « Tu ne sais même pas où je travaille, n'est-ce pas ? Demandai-je. Encore silence. Ils se regardèrent, mais personne ne répondit. Je suis dans un poste de direction depuis des années. Si cela vous importait, vous le sauriez, mais vous n'avez jamais demandé. Les lèvres de Leonora se pincèrent. Eh bien, tu ne nous l'as jamais dit. Je fis un pas vers la porte et l'ouvris grand. Il est temps que vous partiez. J'ai déjà fait plus pour vous que vous n'avez jamais fait pour moi. Au moins, je vous laisse partir avec dignité au lieu de vous laisser sur le porche avec des fleurs le jour de la fête des mères. Le visage de Leonora vira au rouge, et pour une fois, elle n'eut aucune réplique. Un par un, ils s'éloignèrent, leur indignation traînant derrière eux dans l'air froid. Le silence qui suivit fut de courte durée. Une semaine plus tard, Leonora revint seule. Une semaine après, il y eut un autre coup à la porte, mais cette fois plus doux. À travers le verre, je ne vis que Leonora. Elle se tenait seule sur le porche, les épaules rentrées, le vent tirant sur l'ourlet de son manteau. Quand j'ouvris la porte, sa voix était prudente. « Marie, s'il te plaît. On peut parler ?
Je la fis entrer, gardant mes distances alors qu'elle pénétrait dans le salon. Je sais que nous n'avons pas été bonnes avec toi, commença-t-elle, sa voix teintée de quelque chose qui ressemblait presque à de l'humilité. Je veux arranger les choses. Mon anniversaire arrive la semaine prochaine, et je prévois un petit dîner, juste en famille. J'aimerais que tu sois là. Les mots eurent plus de poids que je ne l'avais prévu. Une partie de moi voulait rejeter l'idée immédiatement, mais une autre partie, celle que je pensais enterrer, voulait encore lui faire confiance. Contre mon meilleur jugement, j'acceptai. Dans les jours qui suivirent, je me mis à chercher le cadeau idéal. Je me décidai pour une écharpe en soie d'un til profond, tissée de fils argentés délicats, élégante mais discrète, le genre de chose qu'elle pourrait porter sans se sentir gênée. Elle coûta plus que prévu, mais je me dis que le geste en valait la peine. 3 jours avant le dîner, tante Solène appela. « Je viens de parler à ta mère, dit-elle, la voix joyeuse. Elle m'a donné la bonne nouvelle, tu viens à sa fête d'anniversaire. » « Fête ?» demandai-je, le poing se serrant sur le téléphone. « Oh oui. Elle a invité tout le monde. Toutes les tantes, oncles, cousins. Elle dit qu'elle veut prouver à tout le monde que la famille est réunie. » Je restai un moment en silence, la réalisation s'imposant peu à peu. Il ne s'agissait pas de réconciliation. Il s'agissait d'apparence. Ma présence n'était qu'un accessoire dans sa mise en scène de perfection. Cette nuit-là, je repliai l'écharpe dans sa boîte et la posai près de la porte, pas pour l'emporter, mais pour la rendre. Le soir de la fête de Lenora, je me fis à dîner et restai loin de mon téléphone. Le ciel passa du rose au bleu profond, et j'imaginais le bourdonnement des conversations remplissant quelques salles louées ou une salle à manger trop lumineuse. Vers 7 heures, mon téléphone s'illumina du nom de tante Solène. Je répondis. « Marie, où es-tu » demanda-t-elle. Tout le monde se demande. Puis, étouffée, mets-la sur haut-parleur. Un changement de fond m'indiqua que ma voix se trouvait maintenant dans la pièce avec eux tous. Je pris une respiration. Je veux que vous sachiez que lorsque ma mère m'a invitée ce soir, elle m'a dit que ce serait un petit dîner, juste la famille proche. Elle n'a pas mentionné que ce serait une fête. Elle n'a pas dit qu'elle vous avait tous invités. Un murmure parcourut la ligne. Pendant 9 ans, je n'ai été invitée à aucun Noël ni anniversaire. Pas une seule fois. Et maintenant elle veut faire semblant que nous sommes proches pour que vous pensiez tous que tout va bien. Ce n'est pas le cas. Je ne viendrai donc pas ce soir, et je ne ferai plus semblant. Je mis fin à l'appel avant que quelqu'un ne puisse répondre. Le lendemain, Solène passa. Autour d'un café, elle me raconta les conséquences. On aurait entendu une aiguille tomber. Puis les gens ont commencé à poser des questions, pourquoi tu n'étais pas à Noël, pourquoi tu as raté Thanksgiving. Ta mère disait que tu étais toujours occupée par le travail. Valérie a demandé où tu travaillais. Personne n'a pu répondre. Quand le gâteau est sorti, la plupart des chaises étaient vides. Je ne ressentis pas de triomphe. Ce que je ressentis, c'était de la stabilité, un poids levé que je ne réalisais pas encore que je portais. Le silence de ma famille ne dura que quelques jours avant qu'il ne réessaie. Dans les semaines qui suivirent, j'appris par Solène que quelques proches avaient discrètement commencé à prendre leur distance avec Lenora et Gérald. Certains ne répondaient plus à leurs appels. D'autres trouvaient des excuses polies pour éviter les réunions. Ce n'était pas mon fait. C'était le leur. Les appels et emails de ma famille proche arrivèrent d'abord par vagues, puis au compte-gouttes. Je ne répondis pas. J'avais déjà dit ce qui devait être dit, et répéter ne changerait pas qui ils étaient. À la place, je concentrais mon énergie sur la vie que je construisais. Le travail prospérait. Je décrochais un nouveau client qui me mettait au défi de la meilleure façon. Je renforçais les amitiés qui avaient résisté à l'absence, des gens qui étaient là sans compter. Et, presque inattendu, je commençais à voir Adrien, un homme calme et vif de mon club de lecture, qui écoutait plus qu'il ne parlait et se souvenait de petits détails, comme ma façon de prendre mon café. Quand septembre arriva, ce fut aussi mon anniversaire. Pour la première fois depuis des années, je ne me préparais pas à une déception. J'organisais un dîner sur le patio, des guirlandes lumineuses au-dessus, du bon vin sur la table, des rires s'échappant dans la nuit fraîche. Les personnes présentes n'étaient pas liées à moi par le sang, mais elles avaient été là pour moi à maintes reprises. En soufflant les bougies, je réalisais que je ne ressentais plus le vide douloureux d'autrefois. L'absence de ma famille ne me semblait plus être une blessure. C'était un espace que j'avais rempli avec des gens qui m'appréciaient sans condition. Ma vie n'était pas parfaite, mais elle était honnête, et elle m'appartenait. Je regardais autour de la table les visages illuminés par les lumières et pensais, j'ai fait le meilleur choix.